Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadella Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Ariane Lapsy sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Salut Caro, merci de m'inviter sur ton podcast. Donc je suis Ariane, je suis psychologue comme mon pseudo l'indique sur Instagram et je me suis spécialisée un bon moment après la fin de mes études dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de leur rapport à l'alimentation et à leur corps. Donc de troubles alimentaires au sens large, TCA diagnostiqués ou non, typiques ou atypiques, voilà, toutes les personnes qui se sentent concernées par ces problématiques-là, avec ou sans surpoids. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour te parler plutôt d'un côté personnel. Du coup, pour une fois, sur les réseaux, je partage beaucoup mon regard professionnel sur tout ça. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour partager ça d'un point de vue un peu plus perso. D'accord, et pourquoi tu t'es tournée vers cette spécialisation ? En fait, c'est venu durant mes études déjà, à la base. Si je dois revenir au tout début de l'histoire, je voulais travailler en addictologie. C'était un domaine qui m'intéressait. C'est mon premier stage, j'ai décidé de le faire là-dedans. Pour moi, toutes les problématiques où il y a une dépendance, j'ai toujours trouvé ça super intéressant parce que on dit aux gens d'arrêter, on dit que c'est mauvais de fumer, de boire, et cetera, et de manger en grande quantité, du sucre, et cetera. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils ont vachement de mal à le faire. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir comprendre ce que vivent ces personnes-là, donc qui vivaient des addictions, quelles qu'elles soient. Et en fait, il se trouve que durant ce stage, en fait, ce que j'ai davantage fait, c'était un stage d'observation. Ça a été, d'observer des groupes, pour, des personnes boulimiques. Voilà, j'ai été mise dans le bain, assez rapidement. J'ai vraiment adoré parce que déjà j'ai trouvé que, c'était souvent des histoires, avec des personnes très attachantes, en fait, les personnes qui en souffraient, et je sais pas, une envie de les aider parce que là, c'est vraiment une dépendance, enfin, en tout cas à l'époque, je le percevais vraiment de cette manière-là, du côté addicto et et de pouvoir concevoir une addiction à l'alimentation, c'est compliqué parce qu'on se dit: «Ouais, mais on peut pas se passer de manger, donc on peut pas non plus, se sevrer comme on le ferait de l'alcool ou du tabac ou du cannabis, quoi». Donc et voilà, j'ai vraiment été touchée par toutes ces personnes, en fait, je crois, au fond, et du coup, ça m'a donné envie de me spécialiser là-dedans. Et après, j'ai fait un stage en endocrinologie, et là, j'ai eu pas mal de personnes en surpoids et en obésité, et qui faisaient en fait, des parcours de chirurgie bariatrique. Et donc c'est là où j'ai découvert, tout l'univers de ces chirurgies-là, et de comment c'était géré, d'un point de vue psychologique, et que c'était un peu sommaire, si je peux dire. Mais disons qu'à l'époque, je me souviens, j'avais fait un stage où j'étais avec, 2 diététiciennes surtout, j'étais pas beaucoup avec la psychologue. Elles étaient un peu anti-régime, mais il y avait quand même, des petites restrictions ici ou là, qui étaient posées. Mais moi, à l'époque, j'avais pas ce recul, là-dessus. J'ai fait des stages en cancérologie, j'ai fait un service civique au refuge, donc pour accompagner des personnes LGBT, et cetera. Donc je suis allée vers d'autres choses. Et puis, en fait, je suis revenue aux troubles alimentaires parce que moi-même, je suis passée par, un épisode de troubles alimentaires, et j'ai pu vraiment expérimenter ce que c'était la restriction vraiment au fond de moi, et de voir tous ces mécanismes-là. Et ça a totalement, enfin, pas totalement changé ma vision, mais quand même profondément, il y a des choses que j'ai réalisées par rapport à ces troubles. En fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui me passionnait et que j'avais vraiment envie de les accompagner, de les aider, du mieux que je peux, en tout cas de ma jeune expérience de psychologue, et j'espère le faire au mieux, et je continuerai à me former parce que
je crois qu'on peut en apprendre toute sa vie là-dessus, donc voilà. Alors très intéressant comme parcours. Avant de parler de ton rapport à la nourriture et du coup de l'épisode un peu, troublé que tu as pu avoir, envers la nourriture, je voulais revenir un peu sur ce que tu m'as dit, sur plusieurs choses. En fait, déjà, je trouve ça hyper intéressant que tu te sois intéressée à l'addiction avant de l'avoir, vécu. Finalement, tu l'avais pas vécu personnellement, l'addiction, avant de t'en intéresser? Non, non, et puis c'est pareil, c'est vrai qu'en endocrino, bah, il y avait aussi des personnes diabétiques et pareil, le surpoids, moi, je veux dire, j'ai toujours eu un corps mince, donc c'est vraiment des problématiques qui m'intéressaient, mais auxquelles moi, j'étais pas concernée, personnellement, en fait. Et pareil pour, Mmh. les troubles alimentaires, Mmh. j'arrivais vraiment à comprendre leur détresse, mais moi-même, je l'avais pas vécu. Alors attention, là, je dis pas que pour accompagner des personnes, qui ont des troubles alimentaires, il faut l'avoir vécu parce que je Mmh. pense pas du tout. Parce que dis donc, sinon ça serait compliqué d'être psy, il faudrait vivre un bon paquet de choses avant de pouvoir accompagner. Mais c'est plus en fait, je pense qu'au-delà de l'avoir vécu, c'est que ça m'a permis moi de découvrir, bah, par exemple, l'alimentation intuitive, le travail du Mmh. gros, toutes ces choses-là qui finalement alors j'arrive pas trop à savoir où est-ce qu'ils en étaient à l'époque de tout ça parce que mon stage de L3 il remonte, à un petit moment. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment restée sur le côté aussi social de ces troubles-là et j'essayais de les comprendre vraiment aussi comme enjeu de société, mais je le voyais pas d'une manière aussi claire qu'aujourd'hui, je Mmh. crois. Il faudrait que je relise d'ailleurs, ça serait intéressant que je relise mon rapport de stage de l'époque, Mmh. pour voir un peu la vision que j'en avais. Ça m'a un peu «obligée» entre guillemets à me plonger directement dans ces choses-là et d'aller les expérimenter moi-même et du coup pour pouvoir après, mais c'est un peu comme on expérimente la psychothérapie, pour être, Ouais. psychothérapeute finalement. Même si ça ne suffit pas, il faut aussi des bons bagages théoriques, mais c'est ça un peu l'idée quoi, c'est que ça m'a permis de voir les choses autrement et d'aller vers, des approches que je connaissais pas du tout, en fait, parce qu'on m'en a pas parlé à la fac, on m'en a pas parlé durant mes stages. Voilà, on me parlait de la thérapie cognitive et comportementale, par exemple, bien sûr, mais de psychanalyse, beaucoup, mais on m'a jamais parlé d'alimentation intuitive ou Ouais. de tout ce que le gros a créé, par exemple, donc D'accord et par rapport à la chirurgie bariatrique, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de cette, démarche? j'avoue qu'aujourd'hui, alors, voilà, en novembre, 2020, je sais pas encore trop comment me positionner parce que d'un côté, j'entrevois et je l'ai vu d'ailleurs, c'est pas seulement j'entrevois, je veux dire parce que j'ai fait mon stage justement auprès de ces personnes-là et je faisais des entretiens avec des personnes qui avaient déjà fait la chirurgie bariatrique. Alors, moi je les ai vus, ça faisait quelques mois, ou Mmh. 1 année et pas sur du très long cours donc je sais pas si ces personnes-là, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Mais sur le moment, quand même, moi, ce que j'entendais, c'est que leur vie était transformée, qu'en termes de qualité de vie, c'était quand même, assez extraordinaire ce qui se passait pour elles. Voilà, il faut se rendre compte qu'effectivement, il y a en termes de mobilité, en termes de souffle, ne serait-ce que pour, s'asseoir quelque part, sans trouver des vêtements, enfin, c'est bête, mais c'est toutes ces choses-là auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas en situation d'obésité et porter son corps aussi, monter des escaliers, en fait, c'est tout bête. Juste ça, c'est très compliqué, et d'un autre côté, je trouve qu'il y a quand même énormément de risques, que ce soit à la fois physique, physiologique. C'est quand même très invasif. On remange plus jamais de la même manière. On a des carences jusqu'à la fin de ses jours. On doit être complémenté jusqu'à la fin de ses jours. Et au niveau psychologique aussi, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Au niveau social aussi, dans la relation avec les autres. Donc, faut pas oublier de le dire, il y a aussi des gens qui meurent de cette opération. Il y a pas mal de complications qui font que, D'accord. bah, il y a des personnes qui meurent ou alors trouvent à vivre avec une qualité de vie. Moi, je sais que j'ai rencontré, un patient, qui m'a déjà dit, «Si j'avais su, bah, je serais resté gros, quoi. J'étais beaucoup plus heureux obèse qu'aujourd'hui avec mes kilos en moins et tous mes problèmes de santé que j'ai maintenant, que j'avais pas avant». Mmh. Moi, je mettrais juste un gros warning et le souci, c'est que j'ai l'impression qu'on a beau mettre le warning, la souffrance d'être dans l'obésité est tellement grande que quand on nous propose ça comme solution, ben, on a envie de la prendre et on a envie de mettre toutes les chances de notre côté Mmh. et d'ailleurs même parfois, certains chirurgiens peuvent, pousser à prendre, allez, les 5 kilos qui restent
pour être en obésité morbide et pour pouvoir faire, la chirurgie, parce que c'est des chirurgies qui coûtent très cher, donc il y a des critères quand même pour, se faire opérer et Mhm. être remboursé par la sécurité sociale, donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de dérives quand même autour de ça et que les gens globalement, en tout cas psychologiquement, parce que je pense que quand même médicalement, bon ça dépend les personnes, parce qu'il y a aussi des dérives même au niveau, médical, somatique, mais globalement les gens sont quand même plutôt bien suivis avant et après chirurgie, parce que les chirurgiens, ils savent faire ça. Mais par Mhm. contre au niveau psychique, il y a vraiment très peu de choses, qui sont faites, à ce niveau-là, et le souci, c'est que du coup, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des troubles alimentaires, parce que finalement, dans les personnes en situation d'obésité, il y en a énormément qui ont des troubles alimentaires. Il faut se rendre compte que parfois, voilà, il y a 2 rendez-vous avec le psychologue et finalement la personne est dans une disposition où elle veut la chirurgie. Alors c'est pas qu'elle ment pour avoir sa chirurgie, mais c'est le propre de l'être humain. Il y a une certaine désirabilité sociale et on dit à l'autre, ce que l'autre a aussi envie d'entendre Mhm. pour pouvoir être perçu le mieux possible, pour pouvoir être perçu comme le bon candidat et forcément, bah, qu'il y a des choses qui passent inaperçues et que seul avec un suivi un peu plus long, on peut déceler. Et pareil pour l'après-chirurgie, il y a pas mal de personnes qui après chirurgie, bah, sont pas de suivi, psychologique parce que, ben, faut dire ce qui est aussi, ça a aussi un coût parce que les psychologues, c'est pas Mhm. remboursé par la sécurité sociale et les psychiatres sont débordés donc ils peuvent pas suivre, tout le monde donc voilà. Je Mhm. trouve que pour moi, il reste beaucoup de travail à faire dessus et au final, je me dis que si on travaille beaucoup plus en amont et peut-être sur le fait de restaurer, un rapport équilibré à l'alimentation et à son corps et de travailler un peu sur le fond avant, peut-être que ça pourrait éviter la chirurgie ou peut-être que ça permettrait après chirurgie d'avoir des effets moins néfastes. Enfin voilà, je suis toujours en réflexion par rapport à ça. Pour moi, c'est une question difficile. Donc voilà, c'est pas une solution miracle et que si on n'a pas réglé, le comportement alimentaire, bah, en fait, c'est comme si on coupait la tête de l'iceberg pour moi, mais on n'est pas allé Mhm. travailler sur la partie immergée et du coup, bah, l'iceberg, il fera que repousser, quoi. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui où j'en suis de ma réflexion. Par rapport à ce que tu dis à la fin, je crois que c'est ce que j'avais dans la Mmh. tête pendant tout ce que tu disais, c'est le fait de potentiellement reprendre le poids en fait, parce que en soi, alors que ça soit une solution entre guillemets dans certaines situations critiques ou vraiment Mmh. comme tu dis, enfin, mais vraiment là en termes de santé, pour le coup, on met ça en avant souvent, mais quand c'est vraiment comment dire une question de vie ou de mort pour la personne et Ouais, que ouais, ouais. bon voilà, et que ça lui vraiment qu'ensuite il y a un vrai suivi derrière et tout, et que la personne se sent beaucoup mieux, tant mieux en fait. On est qui pour juger de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les cas où la personne fait ça et elle reprend son poids, enfin tu conseillerais quand même que cette personne soit suivie psychologiquement, parce que dans ces cas-là, c'est hyper dur en fait de se dire ok, c'était ma solution, c'était ma baguette magique un peu. Des fois, c'est un peu ça dans la tête des gens. Et enfin, j'imagine. Et en fait, bah malgré tout, la personne reprend le poids, enfin pas tout le poids, mais elle reprend du poids, et du coup pour elle ça doit être compliqué de se dire mais je comprends pas, c'était censé être la solution et je me remets dans une phase où je reprends du poids et peut-être ça va jamais s'arrêter. Donc finalement je pense que dans ces cas-là, c'est du coup qu'il y avait avant ou qu'il y a eu après l'opération un trouble alimentaire qui s'est créé, je pense, un trouble du comportement alimentaire. Comment faire pour travailler sur ça, tu vois? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais toi dans ces cas-là? Et ben, moi, ce que je conseillerais dans ces cas-là, c'est de pas opérer. Non, mais non, mais en fait, c'est plutôt justement d'essayer de déceler ces choses-là en amont et de prendre le Mhm. temps de le faire. De pas prendre juste, 3 séances avec la personne, de prendre le temps. Les des Et après, encore une fois, exactement, c'est la question que tu as posée de l'urgence, où, bah, là, on est dans l'urgence, Mhm. on la personne, c'est une question de vie ou de mort. Mais du coup, bah, si elle reprend ses kilos, elle va se retrouver à nouveau dans cette situation et là, on ne pourra plus rien lui enlever, comme bout d'estomac parce que, ça y est, elle aura déjà fait le Mhm. bypass, elle sera arrivée au maximum. Pour revenir à ta question, imaginons qu'une personne n'ait pas de trouble de comportement alimentaire avant et que finalement elle en développe après, la chirurgie et qu'elle reprenne, tout son poids et encore on parle dans ce cas-là, mais après s'il y a une maladie métabolique qui a pas été décelée parce que moi je Mhm. parle que d'un niveau psychologique, mais il est Oui, possible oui. aussi qu'il y ait ces cas-là qui se présentent. Mais vraiment que d'un niveau Mhm. psychologique, s'il y a ça qui se passe, moi j'ai envie de dire qu'en fait, moi ce que je dirais, c'est que bien avant ça en fait, déjà avant la chirurgie comme je t'ai dit, pour moi il faut un suivi psy sur du long cours pour déceler ces choses-là, pour pouvoir les travailler en amont et après voir effectivement est-ce qu'il y a encore besoin de chirurgie, pas besoin de chirurgie, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que la chirurgie est faite, dès le début en fait,
Moi, je préconise dès le début, même quand tout se passe bien, même quand il y a une perte de poids, même quand dès le début, qu'il y a un suivi Mhm. psychologique qui soit fait. Parce que c'est là où la personne, il faut voir que ça peut être une détresse de reprendre du poids, mais ça peut être une détresse aussi de perdre du poids. Parce que perdre des dizaines et des dizaines de kilos très, très rapidement, quand on a vécu dans un corps très gros pendant très longtemps, ça peut créer des choses très violentes pour le psychisme. Et ça peut vraiment avoir des effets très délétères sur la personne. Des personnes qui tombent en Mhm. dépression, quoi. Alors on pourrait dire, ah super, c'est le plus beau jour de leur vie, elles ont perdu 30 kilos, mais en fait, c'est elles peuvent perdre leur conjoint, leur conjointe, elles n'arrivent plus à être en relation avec les personnes qu'elles aiment, leurs amis. Il faut voir dans quelle situation ça peut mettre quand même, même de perdre du Ah poids. oui. Et alors effectivement, après, quand on en reprend alors qu'on pensait que c'était terminé, etc., bah oui, ça peut créer une détresse psychologique très importante. Donc moi, ce que je dirais, c'est que c'est important déjà, avant tout, de le faire en amont. Et déjà, je pense que si on faisait du boulot psychologique en amont de fond, je pense que vraiment déjà, on pourrait minimiser beaucoup ces effets d'après-chirurgie et que quoi qu'il arrive, même si on a eu un suivi de fond avant, d'avoir encore un suivi après. Mais le souci, c'est que les chirurgiens, les médecins ont beau le conseiller, ont beau vivement le conseiller, après, il faut dire ce qui est. Soit les personnes, elles en ressentent pas le besoin, du coup, elles le font pas, et après, il y a quand même les répercussions, et ou elles n'ont pas les moyens financiers de le faire. Ouais, il y a un truc que tu as dit à un moment qui m'a un peu percuté, c'est que tu disais, en fait, le faire une fois, ok, bon, il y a quand même des gens, enfin, j'imagine, qui, du coup, en reprenant le poids, se disent qu'ils vont refaire l'opération. Mais est-ce que c'est possible même de refaire l'opération une deuxième fois? Oui, oui, ça existe. Alors, après, tout dépend, souvent, ce qui se passe, enfin, souvent, ça arrive pas non plus si souvent que ça. Après, là, j'ai pas les stats sous les yeux, je t'avoue, mais ça arrive Ouais. que les personnes commencent par une sleeve. Donc, une Mhm. sleeve, en fait, c'est ils enlèvent une partie de l'estomac et la sleeve, en anglais, c'est la manche. Du coup, il reste qu'un Mhm. manchon d'estomac. C'est vraiment Mhm. du coup, le prolongement de l'œsophage, mais voilà, il reste qu'un manchon, donc il est vraiment très diminué, quoi. C'est invasif, mais c'est pas le plus invasif. Le plus invasif, après, c'est le bypass, c'est-à-dire que l'œsophage est directement relié, à l'intestin. Et donc, effectivement, D'accord. il y a des personnes qui font une sleeve et qui après, échec de la sleeve, font un bypass. Mais après, c'est pas automatique, ça dépend les personnes, Mhm. ça dépend aussi des facteurs de risque parce qu'il y a aussi encore une fois, il y a des facteurs de risque à ces opérations-là. Si on est cardiaque, si, voilà, toutes ces choses-là, c'est pas automatique, quoi. C'est pas parce que il faut pas se dire, c'est pas parce que je dis ça que: «Oh bah, je vais commencer par la sleeve et puis si je reprends du poids, je fais le bypass». Oui. Et puis c'est surtout mais c'est dire qu'il y a quand même des parcours de soins qui se passent comme ça et on ne soigne jamais, du coup, le rapport à la nourriture. On ne soigne jamais ce qui va venir C'est clair. dysfonctionner. Mhm. Moi, j'ai l'impression qu'on vit souvent dans cette société, on ne vient pas de questionner. Des parcours bariatriques, parfois, ça dure sur plusieurs années. Et puis, il y a d'autres personnes qui font une sleeve et où ça se passe, c'est important de le dire aussi, où ça se passe bien et où ils font un suivi médical la Mhm. majorité du temps et parfois psychologique à long cours et où ça se passe bien, où le poids est pas repris, ou alors il y a des petites fluctuations, mais pas très problématiques. Mais voilà quoi. Mais c'est de se rendre Mhm. compte de toute la réalité de la chose. Et par contre, moi, ce que je reconnais, c'est quand même dans le service où j'étais, ils mettaient vraiment en garde contre toutes ces choses-là, justement. Et c'était pas du tout vendu comme un truc miracle. C'était, nous, notre travail, Mhm. justement, c'était de leur expliquer à fond que c'était pas quelque chose de miraculeux, que leur vie allait vraiment changer, que ça allait être quand même être un bouleversement. Mais ce que j'avais pas décelé à l'époque, c'est que c'était un petit peu quand même, avant la chirurgie bariatrique, ils devaient maintenir un certain régime, entre guillemets, hein, donc modifier Mhm. leur comportement Mhm. alimentaire, mais pas leur comportement, modifier leur alimentation. Et souvent, ce qui était bien, c'est qu'ils commençaient à perdre un petit peu de poids même avant la chirurgie. Et en gros, on leur disait, les efforts que vous faites là, il faudra les maintenir après, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la Oui. queue, quoi, mais enfin, voilà, c'est pour ça que moi, je reste toujours en réflexion là-dessus et j'ai pas de réponse pour l'instant. Mais ce qui m'interroge dans tout ce que tu dis finalement, c'est que j'ai l'impression que en fait cette solution entre guillemets, bon après ça dépend des cas aussi, mais dans les cas que j'ai décrits, en tout cas par exemple de refaire l'opération, effectivement, en fait c'est comme les régimes, c'est genre on continue, on se restreint, donc on s'enlève des parties de soi ou on se restreint à la mort et donc du coup on se déconnecte avec les signaux de notre corps. J'ai l'impression qu'on peut mettre ça vachement en parallèle avec les régimes et de se dire en fait on prend pas le problème du bon côté, c'est-à-dire Mmh. que on va se restreindre, on va se
se mettre dans des situations hyper violentes. Dans les cas où il y a vraiment beaucoup de chirurgie bariatrique, comme dans les cas où il y a beaucoup de régimes, en fait, le problème, c'est pas le corps, c'est pas le corps, c'est pas la personne, c'est de pas justement se concentrer sur le rapport à la nourriture, sur les troubles qu'il peut y avoir par rapport à la nourriture. Qu'est-ce qui se passe pour que la personne soit en obésité morbide? C'est pas, entre guillemets, c'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que si tu manges normalement, si t'as un rapport entre guillemets normal, on va dire naturel, enfin neutre en fait avec la nourriture, t'as un poids, je pense, enfin on s'en fout du poids, mais ce que je veux dire c'est que ton corps il est normalement, il va pas dans les excès, que ce soit dans l'extrême maigreur ou l'extrême obésité. Donc du coup c'est qu'il y a un problème avec le rapport à la nourriture. Donc que tu t'enlèves tous les organes que tu veux ou que tu fasses je ne sais combien de régimes, ça ne réglera pas le problème de base qui est le rapport à la nourriture, tu vois. Tout à fait. Bah, c'est en ça où tu vois, moi je trouve que la métaphore de l'iceberg, je trouve que ça représente vraiment bien ça parce que pour moi, le comportement alimentaire et l'obésité et le surpoids, c'est la partie qu'on peut voir. C'est la partie qui est visible de l'iceberg, qu'on voit, qu'on peut constater. Sauf que tout ça, c'est des symptômes de plusieurs choses. Et on peut inclure le culte de la minceur, de la performance, la culture des régimes. On peut inclure tout ça dans la base de l'iceberg. Et ça aussi, si on travaillait sur ça, on travaillerait aussi sur comment accompagner les gens dans l'obésité ou pour effectivement peut-être éviter qu'ils en arrivent là. Et au-delà de ça, à un niveau plus individuel, mais et encore que, parce qu'on peut aussi parler de la stigmatisation. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment ça. On se contente de couper la tête de l'iceberg, mais le souci, c'est que comme la base est toujours là, en fait, la tête ne fait que repousser, elle ne fait que revenir. Alors sous des formes différentes, parce qu'il y a des fois où il y a une chirurgie bariatrique et il n'y a plus de troubles alimentaires parce que bah, la personne ne peut plus faire de compulsions comme avant, quoi. Plus l'espace nécessaire pour le faire, c'est plus aussi satisfaisant qu'avant parce qu'on ne peut pas se remplir autant. Bah, la personne va peut-être devenir alcoolique. C'est vraiment, du coup, le symptôme s'est déplacé, mais la source n'a pas été travaillée. Et encore, moi, je parle encore une fois à un niveau psychologique, mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas en France, on ne traite pas l'obésité comme un phénomène multifactoriel, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord et je pense que effectivement, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur tout ça parce que ce côté psychologique il est extrêmement mis de côté, il est trop mis de côté en tout cas pour le après l'opération, pour après tout ça en fait comment la personne vit au quotidien, tous ces changements. Après les personnes sont tellement perdues et elles sont perdues aussi avec leur corps qu'elles reconnaissent plus et elles ont perdu complètement tous les signaux aussi parce que alors déjà il y a eu moult régimes à outrance et ensuite des opérations, donc c'est un traumatisme je pense et du coup je pense que pour conclure sur tout ça, à mon avis c'est vraiment hyper important d'être suivi tout au long de la vie, quelles que soient les conséquences, même si c'est des conséquences positives, ça reste important de faire le point, de dire ok voilà il y a eu ça, donc ça m'a apporté ci, ça. En fait faire le point psychologiquement et du coup aller, comme tu dis en fait la métaphore de l'iceberg, je suis hyper d'accord, c'est qu'il y a des choses qu'on voit, mais c'est important aussi de temps en temps de creuser ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne perçoit pas, mais qui quand même se manifestent d'une manière ou d'une autre quoi. Et du coup j'en viens à ton rapport à toi, à la nourriture. Tu me disais qu'aujourd'hui, il est très simple, que tu te considères comme une mangeuse intuitive, que tu as une relation sereine, etc. Mais tu me disais qu'il y a eu il y a un moment où tu as perdu ça. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Je pense toute ma vie avant mes 24 ans, oui, j'avais 23-24 ans. J'étais vraiment une mangeuse intuitive, quoi. Je me posais vraiment pas trop de questions sur mon alimentation, à part vraiment ado où voilà, je regardais mon corps. C'est sûr, je lisais Elle, par exemple. Voilà, je lisais Elle et parfois, voilà, il y avait des trucs, des conseils diététiques pour perdre du poids, machin et tout. Donc, j'avais eu quelques trucs de contrôle à l'adolescence, mais c'était jamais allé bien loin, ça avait jamais été obsessionnel, c'était vraiment resté en surface, quoi. Bon, j'ai d'autres problèmes par ailleurs à l'adolescence, mais ici c'est pas le sujet. Mais du coup, j'étais ni dingue de mon corps, ni dans la détestation extrême. Voilà, j'avais une relation, c'était pas comme aujourd'hui non plus, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense vraiment que j'étais une mangeuse intuitive parce que c'était je mangeais selon mes envies, mes besoins, je calculais rien, voilà, mon poids était toujours stable, grosso modo. Bah, je prenais un peu l'hiver et puis je perdais un peu l'été, quoi. Ça a été comme ça pendant des années. Pour le coup, j'avais quelques amis, quelques connaissances qui avaient un rapport troublé à l'alimentation et je me souviens à l'époque, je me disais: «Mais comment c'est possible de se restreindre comme ça, d'avoir autant peur de manger, de calculer autant?» C'était à mes 23-24 ans, c'est que j'ai fini mes études, j'ai été diplômée.
j'ai arrêté de fumer et je suis partie 1 an en Australie, pour travailler et voyager en Australie. Et en fait, tous ces changements-là, je pense du fait de plus avoir de stress, parce que j'ai pris du poids, en fait, naturellement. Et puis la nourriture en Australie aussi est différente. J'avais pris quelques kilos avant de partir et après j'ai continué un peu, mais je m'étais pesée avant de partir, mais après je me pesais plus, mais je sentais que j'étais de plus en plus serrée dans mes vêtements, etc. Et en fait, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ça le sentiment que j'ai, c'est que ça aurait pu rester anecdotique. Justement, le jour où j'ai vu un peu vraiment sur la balance le poids que j'avais pris, je me souviens, c'était mon père d'accueil, justement parce que j'ai été au pair là-bas pendant 6 mois. Et mon père d'accueil, il se trouve que ben, il avait fait une sleeve, lui. Ah. Donc en fait, il m'a dit, viens, Ariane, viens, je vais te montrer un truc. Et en fait, il me montre une balance et il me fait monter dessus. Ok, qu'est-ce qu'il me fait faire? Et puis bon, je monte dessus et là, là, je vois mon poids et je crois que j'étais à ce moment-là, je sais plus, bah ouais, voilà, je crois que j'avais pris 5 kilos, je crois, un truc comme ça. Et un poids, du coup, que j'avais jamais atteint et que je connaissais pas, quoi. J'avais jamais vu ça sur ma balance, quoi. Et j'avais pas l'impression d'avoir changé quelque chose en particulier, etc., dans mon alimentation. Mais comme je te dis, je pense que tous ces facteurs-là ont fait que ben, c'est tout, j'ai pris un peu de poids, quoi. J'ai pas non plus pris 20 kilos. Et pour moi, c'est bête, mais là, c'était énorme. Et en fait, lui, tout ce qu'il voulait me montrer, c'est que il avait perdu quasiment l'équivalent de mon poids lui-même avec sa sleeve, quoi. Donc super, merci. donc, donc super l'expérience, sauf que sur le moment, ça m'a tellement... Ouais, j'ai envie d'employer le mot traumatisé, quoi. Pour moi, c'était une expérience traumatisante. Alors, tu vois, c'est ça qui est très intéressant, c'est que bah, j'ai jamais eu de problème particulier avec mon alimentation et avec mon corps, mais de voir 5-6 kilos de plus sur la balance, eh ben, pour moi, ça a été une expérience traumatisante. Et c'est là où je te dis peut-être que j'étais une mangeuse intuitive avant et qu'aujourd'hui, je le suis redevenue. Mais je sens que profondément, mon rapport au corps et à l'alimentation est différent de celui que j'avais avant. Parce que ben, maintenant, je prendrais 5-6 kilos, je ne dirais pas que ça me ferait rien. Je sais pas vraiment comment je réagirais, mais je vivrais plus de la même manière, plus de manière traumatisante comme ça. J'essaierais juste bah, de comprendre ce qui se passe pour moi ou de juste observer que là, c'est une période qui se passe comme ça ou que je sais pas, j'ai eu des enfants et que c'est normal et que mon corps évolue. Enfin, je le prendrais d'une autre manière. Là, vraiment, j'avais l'impression que mon corps était devenu incontrôlable, quoi. Sauf que j'ai commencé à me dire, bah, en fait, non, Ariane, voilà, je me suis dit ça aussi. Je me dis, Ariane, bon, t'as plus 20 ans aussi, il y a ça. Tout métabolisme se ralentit. Donc là, maintenant, il y a ça aussi parfois qu'on on se dit, bon, j'ai plus le même âge, maintenant, il va falloir que je fasse attention. Voilà, super, j'en ai bien profité de mes années où j'étais jeune et où voilà, je dépensais des calories sans y penser. Maintenant, il faut y faire attention. Ouais, je me souviens, voilà, je m'étais dit, allez, maintenant, je vais avoir une hygiène de vie saine et il n'y a pas de raison. Si je mange sainement, que je me mets à l'activité physique régulière, voilà, il n'y aura pas de mystère, quoi. Je vais réduire mes quantités et voilà, de manière naturelle. Au début, c'était plutôt flexible et puis petit à petit, ben, ça s'est rigidifié de plus en plus et ça a commencé à poser problème, beaucoup. D'accord. Et tu me parlais de ton corps incontrôlable. Du coup, c'est là que tu as commencé à te restreindre. Et tu m'as dit que tu avais fait une dynamique, enfin, tu as eu une dynamique de régime intense durant 1 an. C'était à ce moment-là, du coup. C'était au moment où tu as senti que ton corps était complètement. Enfin, que tu as ressenti, du coup, parce que c'était pas vraiment le cas en vrai. Je pense surtout que c'était parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'un coup et donc tu as pris 5 kilos. Mais tu l'as ressenti comme ça, comme un traumatisme. Et donc, c'est là que tu es entré dans cette période de régime un peu intense, Ouais, du coup. alors. Intense, je sais pas, parce que je suis jamais allée très loin dans la restriction. D'ailleurs, voilà, flash news, hein, moi, je me suis restreinte sur des types d'aliments beaucoup et sur les quantités, mais sans. Je me suis toujours interdit au fond de moi, je sais pas, un peu comme une protection, je me suis toujours interdit d'atteindre une certaine limite dans la restriction parce que, bah, quand même, voilà. Alors oui, c'est sûr qu'après coup, je me dis quand même, Ariane, t'es psychologue et puis, je veux dire, t'es formée dans ces problématiques-là et puis t'es quand même tombée dedans. Au début, ça fait quand même un peu mal. On se dit, waouh, quand même. Mais en fait, du coup, je pense que, mine de rien, mes connaissances, elles m'ont quand même permis aussi de me donner une limite et où dans ma tête, je me disais, mais enfin, je peux pas en arriver à jeûner tout le temps, à manger qu'une fois par jour. Voilà. J'avais quand même une limite là-dedans. J'étais pas dans une restriction non plus ultra extrême, mais
Elle avait beau ne pas être ultra extrême, tout était calculé, tout était pensé. Puis j'ai aussi commencé, à ce moment-là, à regarder, à lire des blogs, à suivre sur Instagram des recettes Mhm. healthy, des personnes qui arrêtaient le sucre. Je me rappelle à l'époque, il y avait, je me souviens plus du nom de cette personne, mais il y avait une femme, australienne justement qui avait écrit un bouquin sur, bah, je crois que ça s'appelait, I Quit Sugar et du coup, elle lui racontait comment elle avait arrêté, le sucre, et comment ça avait révolutionné sa vie et comment elle se sentait trop mieux et tout. Et bon, j'avais Mhm. pas lu son bouquin, mais en gros, c'était vraiment à ce moment-là, je me rappelle, c'était vraiment la grande mode d'arrêter tous les sucres et toutes les recettes étaient sans sucre, voilà. Et je me suis mise à traquer tous les sucres partout. Alors, j'ai pas arrêté les fruits, j'ai pas arrêté les Ouais. sucres lents, mais par contre, tout ce qui était sucre. Mais du coup, j'apprenais à voir où était le sucre caché dans les aliments. Donc, c'est bête, mais la sauce tomate, par exemple, bah, la sauce tomate, c'est le truc classique où il y a toujours du Mhm. sucre. Mais pourquoi? Ben, pour neutraliser l'acidité de la tomate. Mais bon. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on fait une sauce Mhm. tomate. Mais bon, peu importe, on nous dit que c'est industriel, donc du coup, c'est mauvais et il y a du sucre ajouté. Enfin bref, peu importe. Et donc, je me souviens, quoi, le moindre Mhm. truc, et je prenais les trucs où il y avait le moins de sucre, où il n'y avait pas du tout de sucre. Et en fait, c'était davantage ça, quoi. C'était pas tant, je me restreignais pas tant que ça au niveau quantitatif. C'est là où j'observe, en tout cas dans l'après-coup, que chez moi, c'était vraiment aussi un comportement orthorexique, dans le sens où c'était vraiment sur la qualité des Mhm. aliments. Je voulais vraiment manger le plus sain possible. Je voulais vraiment que ce soit. En plus, en Australie, il y a beaucoup cette dynamique-là aussi de manger ultra healthy. Il y a plein de restaurants Mhm. chez healthy, plein de. Enfin, et à contrario, moi, j'étais dans une famille où les deux filles étaient en surpoids, où le père avait fait une sleeve, enfin, et où ils mangeaient régulièrement des snacks, où tous les repas étaient complètement anarchiques, etc. Et du coup, moi, j'étais un peu entre deux feux, entre moi qui était de plus en plus rigide sur le fait qu'il fallait que ce soit ultra sain et eux qui étaient à l'opposé de ce que moi j'étais en train d'essayer de mettre en place. Et du coup, ben voilà, petit à petit, lentement mais sûrement, bah, j'ai commencé en plus à avoir des compulsions alimentaires. J'avais jamais vécu ça, quoi. Pour moi, une compulsion, même une personne lambda peut en faire. Par exemple, ça m'arrivait parfois, même avant, quand j'étais, même encore aujourd'hui, ça m'arrive, j'en sais rien. Moi, je sais que ma mère elle achetait des goûters, parfois, j'en sais rien, des M&M's ou des trucs comme ça, et je pouvais manger la moitié du paquet sans m'en rendre compte devant la Mhm. télé. Mais c'était un non-événement pour moi, quoi, à cette époque. C'était, enfin voilà, je faisais, enfin, ma vie continuait, quoi. Et en fait, je réfléchissais même pas, mais mon corps se régulait normalement. Et en fait, ça arrivait, bah, une fois, enfin, je sais même pas combien de fois ça arrivait. C'était pas du tout régulier. Je me posais même pas la question de si c'était émotionnel ou pas. Juste, ça arrivait de temps en temps. Ça avait rien de Mhm. problématique. Quand je partais en vacances avec mes amis et qu'on mangeait des apéros et que je mangeais plein de chips. Enfin, on les voit ces trucs-là quand on est ado et qu'on mange en fin de soirée, on va chez McDo à 5 heures du matin. Enfin, tous ces trucs-là je me posais pas de questions. Et là, j'étais devenue vraiment complètement obnubilée par tous ces trucs-là et je commençais à me dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai mangé mal pendant toutes ces années, mais quelle horreur, etc. Et c'est là la différence avec ces compulsions-là. Et la différence aussi, c'est l'état d'urgence, quoi. Avant, j'avais pas ce truc-là, c'était un peu, voilà, c'est tout, il y avait des M&M's, je sais pas, ça se faisait des M&M's ou des chips, je dis n'importe quoi, mais ouais, moi j'aimais bien le salé plutôt. Mais pas toujours d'ailleurs. Mais disons que là, vraiment, à cette période où j'avais commencé les restrictions, c'était vraiment cet état d'urgence où il m'en fallait là maintenant. Et je mangeais, et en même temps, je me dégoûtais et j'arrivais pas à m'arrêter. Et voilà. Et cette sensation-là, pour moi, une compulsion, c'est ça, quoi. Une crise, c'est ça. C'est vraiment ce sentiment d'urgence où il faut que ce soit maintenant et ça s'arrête pas, quoi. Et on se voit tomber, quoi, dedans. C'est comme si, voilà, on voit une chute libre et on n'arrive pas à s'arrêter. Et après ça, on se dégoûte encore plus, on se sent malade. Et même des fois où c'est là où, encore une fois, je m'étais mis des limites. Et moi, ça m'est arrivé de penser à me faire vomir. Alors, non seulement c'était aussi pour me soulager, parce que quand on se sent mal comme ça à ce point-là, en fait, on a envie de se soulager parce que c'est très désagréable comme sensation. Et aussi parce que je me représentais tout ce que c'était, ce que je venais de manger. Et je me disais. Et puis, je crois qu'on se déteste tellement dans ces moments-là qu'on peut en arriver à faire ces gestes hétéro-agressifs, de se faire un peu du mal à soi-même parce qu'on est dans une Mhm. telle détestation de nous-mêmes que mais voilà, encore une fois, j'avais mes limites mentales qui étaient posées. Et puis bon, j'en ai pas parlé, mais quand j'étais enfant, j'avais développé une phobie de vomir, mais je suis plus phobique, mais c'est un truc que je déteste malgré tout.
Et je suis jamais arrivée au point Mm. où ça puisse me soulager davantage que me dégoûter. Donc je crois que finalement ça m'a aussi protégée parce que quand même, c'est des pensées qui me sont venues. Enfin, c'est le symptôme d'une réelle souffrance, quoi. Ça a duré 1 an où j'étais en restriction, etc. Et 1 an où vraiment je me suis soignée, en fait. Donc en tout, ça a duré 2 ans, mais dont D'accord. 1 année où j'étais dans une optique de soins, quoi. Et pas de continuer à me faire du mal D'accord. comme ça. En plus du fait que j'ai pris du poids, je dirais que, je sais pas, 70% des femmes que je rencontrais durant mon voyage avaient ces préoccupations-là. Et on a parlé de ça Oui. ensemble, mais avec, encore une fois, je pense 70% des femmes que j'ai rencontrées. Et c'était des vraies préoccupations. Ah bah moi je fais des cures de fruits, moi je jeûne, moi je fais ça, ah moi je fais rien mais je pleure tous les soirs dans mon lit. Enfin, et puis il y avait cette espèce de truc où la majorité des femmes prenaient du poids en partant en Australie et du coup moi je regardais sur les groupes Facebook, je cherchais des filles qui elles aussi avaient pris du poids, si elles avaient réussi à le perdre. Enfin, c'était un peu une psychose générale, quoi. Ouais. C'est terrible, hein, mais du coup je me suis aussi laisser embarquer par ça parce qu'au final, tu vois, je t'ai dit, ça aurait pu être un non-événement pour moi, mais ça aurait pu être un non-événement pour moi aussi si ça avait été un non-événement pour tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et puis pareil, après, quand j'ai commencé à en parler avec certaines d'amies en France, elles-mêmes, pour certaines, pas toutes, mais pour certaines, rencontraient ce genre de problématique ou ce genre d'inquiétude vis-à-vis de leur poids ou de leur corps, etc., ou de leur alimentation. Donc, c'est à ce moment-là où on se laisse un peu embarquer, quoi, et où on voit quand même le Ouais. poids du social, quoi, là-dedans. Et que peut-être que si j'avais pris ces 5 kilos et que moi, je m'étais affolée toute seule et que tout le monde autour de moi m'avait dit, mais Marine, enfin, on s'en fout, enfin, on s'en fout, continue à manger normalement, il y a pas de souci, Oui, c'est ça. bah, peut-être que ça aurait pas eu le même effet sur moi, quoi. Mais oui, en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de, quand même, de grossophobie ancrée de tout le monde, en fait. C'est genre, dans le sens où ça fait tellement peur de grossir et on veut pas ça que du coup, eh ben, c'est partager le fait de se dire, oh, je suis grosse ou j'ai grossi. Du coup, il faut absolument trouver un moyen de maigrir. Je pense que si c'est tellement ancré que ce soit en Australie ou même en France, hein, honnêtement, on a encore ce truc de, si on est gros, c'est qu'on n'est pas en bonne santé. Si on est gros, c'est parce qu'on se laisse aller. C'est parce que il faut absolument, en fait, il faut toujours absolument, dans l'urgence, trouver la solution pour maigrir, de manière, radicale. Et du coup, ben, on le transpose aux autres. Si on voit quelqu'un, enfin, et là encore une fois, je parle pas de moi ou de toi en particulier, mais c'est intégrer que si on voit quelqu'un de gros, c'est ça c'est quelqu'un qui prend pas soin de lui, ça ou d'elle, c'est quelqu'un qui ah bah ça les restrictions il y en a pas, hein, machin. Mais non, enfin, tu vois, on est hyper, enfin, je dis on est, bon, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que la société quand même, je parle même pas forcément des gens dans la rue quoi que ce soit, mais sur les réseaux, on voit tellement de trucs sur si on est gros, c'est que c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé, c'est pas beau. Donc forcément que quand ça nous arrive à nous, pour quelle que soit la raison, même si comme tu dis à la base pour toi ça devait être un non-événement en fait, il y avait rien de, t'as pas pris 30 kilos en 2 jours, enfin en un mois quoi, genre 5 kilos parce que t'as changé de quand même de continent, c'est quand même pas rien. Enfin genre t'as changé de continent, t'as eu plein de bouleversements, donc bah le corps aussi il est bouleversé, mais c'est pas grave en fait, c'est juste ça fait partie de la vie en fait. Comme chaque événement, il y a des trucs qui nous bouleversent psychologiquement, ça peut nous bouleverser au niveau du corps aussi. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ce qui se passe en nous peut parfois se voir au niveau du corps, mais c'est pas grave en fait. Et le fait que justement tu sois entouré de gens qui se disent eux-mêmes que c'est grave et qui du coup te font poser la question, enfin, et puis être avec des gens qui ont fait des opérations aussi, tout ça en fait ça t'emmène dans un truc à te dire mais attends, mais c'est pas normal les 5 kilos et tout, alors qu'en plus à la base effectivement tu t'aurais même pas pensé à te peser, tu te serais dit bon ok, c'est vrai que je rentre plus trop dans mes pantalons, bon peut-être que ça va repartir, peut-être que je vais rester comme ça, mais je pense que si t'étais seule entre guillemets, si on t'avait pas un peu amené plein de d'injonctions etc., peut-être que tu l'aurais vécu comme un non-événement. Mais en fait le fait de te mettre devant le fait accompli de j'ai pris quand même 5 kilos, de te donner la balance et d'avoir en plus des gens qui t'en parlent quotidiennement, forcément que sans avoir trop de recul sur le moment, tu te poses des questions et du coup ça t'influence énormément et ça te change ta perception de toi-même, alors qu'à la base tu te serais pas posé la question Ouais, toi-même mais en fait. tu vois, à la fois, je vivais, je crois, une des plus belles années de ma vie, vraiment, et même en termes de confiance en moi, d'estime de moi, vraiment, j'ai découvert des choses en moi durant cette année-là. J'ai quand même fait des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire.
Et à côté de ça, doucement mais sûrement, ma relation à mon corps et à la nourriture s'est détériorée, quoi. Par le même temps, j'éprouve énormément d'empathie pour, toutes les personnes qui me disent ce genre de phrases, qui me disent: «Bah, ça, c'est pas moi, je me reconnais pas, c'est pas mon corps, ce corps ne correspond pas à la personne que je suis». Je les comprends intimement parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, quoi. Sur chaque photo où je me voyais, je me disais: «Qui est cette personne? Je l'ai jamais vue, je ne comprends pas, elle». Et c'était terrible de me dire ça. C'était vraiment en termes d'identité, j'avais l'impression Ouais, d'être c'est beau. devenue une autre personne, alors même que, comme je te dis, j'avais développé des choses durant cette année en Australie absolument extraordinaires sur moi. J'ai découvert des choses extraordinaires sur moi, sur la personne que je voulais être, et cetera, et par le même temps, physiquement, je me reconnaissais plus, et j'avais beau dire, que ça allait, au fond, je trouvais ça insupportable. Et c'est comme ça que finalement, l'extrême où je suis allée, où pareil, là, c'est la limite que j'ai franchie par contre. C'est la limite que je m'étais mise, et où je m'étais toujours dit ça, je m'étais toujours dit: «Mais jamais tu calculeras tes calories», parce que je le savais moi, enfin, c'était le truc contre-indiqué, enfin, c'était complètement débile en plus, mais voilà. J'ai téléchargé une application, je me disais: «Bon, Mmh. quelque part», et en fait, ça a commencé, tu vois? Parce que mon père est venu au bout de 6 mois où j'étais en Australie, et c'est là où déjà au bout de 6 mois, du coup, j'avais eu mes plus 10 kilos. J'ai fait une crise de compulsion, la veille de son arrivée, tellement j'étais bouleversée qu'il puisse me voir comme ça, quoi. J'en étais tombée malade même, j'ai été Mmh. malade une seule fois de toute l'année en Australie, c'était ce soir-là parce que j'étais hyper stressée qu'il puisse me voir comme ça, quoi. Et bon, moi, Ouais. enfin, il m'a fait aucune remarque. C'est plus moi qui lui en parlé. Et le dernier jour, donc on est restés 2 semaines ensemble, et le dernier jour, il a pris une photo de moi sur une plage, et il m'a montré la photo, et je lui ai dit: «Oh, papa, tu te rends compte? Regarde mon corps, regarde, je suis mais énorme». Je lui ai dit ça comme ça, et il me dit, «Ben, tu sais quoi faire». Mais au fond, je me suis dit: «Mais il a raison». Je me suis dit: «Mais oui, tu sais quoi faire». Mais c'est déjà ce que je faisais depuis des mois, et puis c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, avec toutes mes restrictions, j'ai jamais perdu un gramme. Je n'ai fait que prendre du poids, donc j'ai même pas eu le droit à la phase lune de miel avec les régimes et tout. Moi, ça n'a jamais marché. Alors sans doute que je me restreignais pas assez, hein, mais bon, comme je te disais, je suivais des comptes sur YouTube aussi, de plein de fit girls, de machins, de trucs, tu sais, toutes celles qui racontent, mais prenez conscience de ce que vous mangez, calculez les calories, ça vous permet au Mmh. moins de prendre conscience de ce qu'il y a dans les aliments, et de vraiment, voilà, donc de mettre de la conscience dans ce que vous mangez. Tu vois, il y avait Ouais, tout oui, ce oui. côté-là de, oh, remettre de la conscience là-dedans, mais alors, dans un endroit un peu, bizarre, et donc je me suis mis à télécharger une application, et à rentrer tout ce que je mangeais, quoi, et en plus, en sachant que c'était une application française et qu'il fallait à chaque fois que je rentre les aliments, parce que c'était que des aliments australiens, et donc il fallait que je rentre à chaque fois les aliments, leurs calories, la ça me prenait mais un temps fou, donc bon, de toute manière, au final, je finissais par manger tout le temps la même chose, Non, non, non. et en sachant qu'à ce moment-là, j'ai commencé à travailler en ferme pendant 3 mois, et c'était un boulot très, très physique. Du coup, je comptais sur ça. Je me suis dit: «Bon, allez, calculant tes calories et en bossant toute la journée à la ferme, à faire des trucs, à soulever des trucs hyper lourds et tout, mais c'est sûr, enfin». Et j'avoue que par contre, pendant toute cette période-là, je me suis pas pesée, j'essayais de faire vraiment en fonction de ce que je ressentais. Alors bon, je m'étais dit: «Oui, j'ai un peu l'impression», et puis le jour de mon anniversaire, j'ai mis un pantalon et je l'ai senti ultra serré. Je me suis dit: Mmh. «Bah non, en fait, il y a rien qui a marché», et je me suis dit: «Bon, allez, en France, ça va marcher». Là, c'était Ouais. vers la fin de mon année. Je me suis dit: «Allez, en France, ça va marcher parce qu'en France, je retrouverai les produits français». Donc avant d'aller au restaurant, en Australie, tu pouvais beaucoup faire ça, télécharger le menu, et parfois même dans certaines, parce que parfois c'était des chaînes, et il y avait écrit les calories sur, c'était des pancakes, il y avait écrit tant de calories, tu vois? Ah Même les ouais. les boissons et tout, il y avait écrit les calories partout, et je me mettais à calculer, et quand tu te dis: «Bon, OK», et je vérifie alors à ce resto qu'est-ce que je vais pouvoir manger, et voilà. Donc c'est comme ça que lentement, Mmh. enfin lentement, ça a pris quoi? 1 an, hein, pour vraiment, lentement mais sûrement, Mmh. devenir une folle du contrôle, tout en laissant, comment dire? Apparaître une image vraiment, plutôt cool et détachée vis-à-vis de tout ça, mais
Et encore que, quand même, je le disais aux personnes proches, je leur disais vraiment, je le vis très mal. Je leur envoyais des photos de moi, je me mettais en sous-vêtements de profil et je disais, mais là, vous voyez quelque chose? Est-ce que ça a été plutôt Mmh. difficile. Bah, je comprends totalement. Et du coup, ce que je me pose comme question, Mmh. c'est que quand t'es revenu en France, que du coup, t'as été suivi par quelqu'un. Comment t'as fait pour aller vers la guérison, pour avoir un rapport serein à la nourriture ou un rapport normal entre guillemets à la Alors, nourriture? Comment ça s'est passé du coup? ça s'est passé vraiment sur la durée, hein. C'est pas, et c'est un ensemble de choses, je dirais, qui a fait que j'ai pu, développer, une relation différente, que ce soit à la nourriture, au sport aussi et à l'alimentation. Même si le sport, c'est pas forcément ce qui Mmh. posait le plus problème. Par contre, en France, oui, j'ai fait ça aussi, oui. Quand je suis rentrée en France, je me suis inscrite, à une salle de sport et j'y allais 3 fois par semaine et je faisais des hits en plus chez moi. J'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux tellement j'en faisais, même quand je partais en voyage, j'essayais de voir, j'étais à l'Orange Bleu moi et j'essayais de voir où étaient les oranges bleues pour pouvoir y aller quand même. Ouais. Donc voilà, ça a quand même duré en France, hein, et en France, du coup, j'ai essayé de contrôler avec le sport. Mais c'est toujours pareil, j'étais toujours dans une dynamique alors, je voulais perdre du poids ou en tout cas, au bout d'un moment, mon objectif, c'était d'arrêter d'en prendre. Je me suis dit: «Bon, OK, tu le perdras plus, OK, on a compris, mais au moins arrête d'en prendre parce que là, c'est plus possible, tu peux pas continuer». Enfin voilà. Tout s'est un peu fait en même temps finalement, et de manière progressive. Moi, je suis rentrée et au départ, oui, je suis vraiment j'ai commencé à suivre une thérapie ACT, une thérapie d'acceptation et d'engagement. Le type de thérapie que je pratique maintenant en tant que psychologue D'accord. aussi. Et au départ, j'y suis allée parce que j'avais vu que c'était une branche des thérapies cognitives et comportementales. Et je me suis dit: «Bah, elle va me donner des outils, pour voilà, vivre mieux dans mon corps et puis peut-être que si ça va mieux dans ma tête, bah, du coup, mon poids aussi va peut-être baisser ou alors au moins j'arrêterai d'en prendre ou enfin voilà, enfin je me sentirai mieux par rapport à tout ça». Et Mmh. mais du coup, voilà, j'étais toujours entre le contrôle, la perte de contrôle, et la thérapie. Avec ma thérapeute, on a un peu abordé le corps et l'alimentation, mais au final, on a travaillé sur, même la manière dont je fonctionnais de manière générale, en fait. Parce que du coup, cette rigidité, elle s'était installée un peu de manière générale et c'était aussi une manière que j'avais, de contrôler en fait tout ce qui pouvait m'arriver et voilà, de supporter un Mmh. peu tout le stress que ça pouvait générer. Donc on a un peu travaillé de manière globale, mais du coup, ça m'a permis d'être plus flexible au sens large. De vraiment cette thérapie-là, elle m'a vraiment appris à me reconnecter à ce que je ressentais, à me reconnecter à mes émotions, à faire de la place à mes émotions, à prendre du temps pour moi, à me connaître par rapport à tout ça. Parce que voilà, je suis une personne, très sensible, très impliquée, dans le travail, donc je suis un peu, sujette, à l'épuisement, donc j'ai besoin de prêter assez attention à tout ça et ça pouvait aussi jouer dans cette période-là, en tout cas sur mon alimentation. Maintenant, plus du tout, mais à l'époque, ça jouait aussi, quoi. Dès que j'étais un peu plus stressée et cetera, je faisais un Mmh. peu plus de compulsions, donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Et en parallèle, j'ai aussi découvert le compte d'Eliane et j'ai commencé à lire, ce qu'elle écrivait. Je dirais pas que c'était à ses tout début, mais presque en fait, hein. Et hem et ça m'a vraiment interpellée et D'accord. ça m'a vraiment parlé en fait. Parce que, je sais pas trop comment expliquer, mais Mmh. peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais j'avais vraiment le sentiment que, pendant toute cette période de ces 2 ans, voire même 2 ans et demi, hein, parce que je crois que ça a bien mis 1 an et demi pour vraiment aller mieux profondément. Il y avait une partie de moi qui voulait pas lâcher la perte de poids et ou juste le contrôle du poids. Encore une fois, je te dis vers la fin, bon, j'espérais encore un peu perdre du poids, mais c'était plus vraiment mon objectif. Ce que je voulais, c'est au moins arrêter d'en prendre et me stabiliser, sauf que c'était rester dans le contrôle malgré tout. Donc il y avait une partie de moi qui arrivait pas à lâcher ça et une autre partie qui quelque part me disait, justement: «Ariane, c'est quand tu auras lâché ça que ça ira mieux». Et au final, moi, ce qui m'a le plus parlé dans l'alimentation intuitive, c'est pas forcément me reconnecter à ma faim et à ma satiété, tu vois? Ça a été vraiment tout ce qui a été rejeter la Mmh. culture des régimes. C'est que là, vraiment, j'ai compris. Pourtant, j'étais en psychologie sociale. Je connaissais l'impact social sur l'obésité, le surpoids, mais
c'est là où j'ai compris à quel point ça venait, s'insinuer en nous et à quel point c'était partout et à quel point c'était violent. Quel impact ça avait sur moi et moi, c'est vraiment ça, ça a été de rejeter le premier principe du coup de l'alimentation intuitive. Moi, ça a été de rejeter cette mentalité-là qui m'a sauvée, de vraiment dire non à tout ça, de vraiment m'y opposer profondément, de dire: «Bah non, non, je veux plus être là-dedans» et en fait, ça a guidé un peu ma seconde voix, tu vois? Qui justement disait: «Bah non, en fait, tu es juste tel que tu es. Merde, OK, c'est peut-être pas ce que tu aimerais, et de toute manière, faut dire ce qui est, même quand tu étais plus mince, bah, c'était quand même pas ce que tu aimais. Tu aurais toujours aimé que ton ventre soit plus plat, plus ceci, plus cela. Alors pas au point de contrôler mon alimentation, mais quand même, j'étais quand même pas satisfaite de mon corps malgré tout. Bon là, je l'étais encore moins, mais peu importe. Le fait est que, je me disais: «Bah non, j'ai plus envie de rentrer là-dedans, j'ai plus envie de participer à tout ça, j'ai envie de reprendre un peu le pouvoir sur ma vie» entre guillemets, dans le sens, juste reprendre ma vie, quoi et que ça prenne plus tout mon espace mental, Ouais. toute, pas toute mon énergie parce que quand même je faisais autre chose de ma vie, mais du coup, mine de rien, ce que je te disais, toi, je suis une personne, plutôt Bah sensible, oui. qui s'épuise assez facilement et bah, ça venait me rajouter un stress énorme et ça m'a vraiment aidée aussi de réaliser tout ce mécanisme de restriction, compulsion, de me dire qu'en fait, j'essayais de résoudre le problème avec la source du problème. Pour moi, les restrictions que je mettais en place, c'était pas des restrictions telles que je l'imaginais, tu vois? C'était pas restrictif ce que je faisais, mais moi, je m'étais raconté l'histoire que ce que je faisais, c'était plutôt flexible, en Ouais. fait. Tu vois, Mmh. Zermati et tout le travail du gros, je m'y étais intéressée, quand j'étais, du coup étudiante un petit peu, surtout le travail du gros, pas forcément parce que les livres de Zermati, tu vois, il y avait toujours écrit mincir, perdre du poids, donc pour moi, c'était vraiment catégorisé de la perte de poids. Alors que Oui. l'alimentation intuitive, telle que la décrivait Eliane, pour moi, c'est totalement autre chose encore parce que là, on vendait pas de perte de poids et c'est là où vraiment, voilà, quand je te dis que ça a nourri Mmh. cette voie-là en moi et bah, petit à petit, ça a fait son chemin au fur et à mesure de aussi la thérapie que je faisais de mon côté, qui a été très importante aussi, hein. Pour moi, les 2 ont été complémentaires. Je me suis mise à la méditation aussi, c'est une pratique qui m'a énormément aidée dans ce sens-là. C'est l'ensemble de tout ça, l'ensemble de tout ce que j'ai pu apprendre sur moi durant cette période. Ça a pas forcément toujours été facile parce que c'est pas facile, de dire merde à toute cette mentalité-là. Mais je crois que c'est le Journal d'une gourmande qui a dit ça aujourd'hui dans son je fais un petit aparté du coup de témoignage dans mon témoignage, mais qui disait que ça valait le coup, quoi. Que même si elle, dans son cas, elle avait pris, du poids par exemple, en tout cas aujourd'hui tel qu'il en est parce que qui sait, comment il va évoluer son poids, mais en tout cas elle disait que quoi qu'il arrive, ça valait le coup parce que, ben, il y avait une sérénité qui était là et que quel bonheur de vivre la liberté qu'elle vivait là maintenant et voilà, moi, c'est ça petit à petit que j'ai pu développer en moi aussi et de me dire: «Bah, finalement, peu importe mon poids». Alors je dis pas, hein, comme je t'ai dit, peut-être que là, si je prends 10 kilogrammes, Mmh. les 3 prochains mois, peut-être que oui, quand même, je me poserai des questions, peut-être que je le vivrai pas super bien, encore une fois, de me sentir serrée, mais je sais que tout le travail que j'ai fait, il est là, quoi, il est en moi. Si j'étais restée mince, que j'avais jamais pris ce poids-là, je me serais jamais posé toutes ces questions-là et ou peut-être si, après dans l'accompagnement des personnes, mais pas à titre personnel, enfin, ou peut-être plus tard, Ouais. mais pas de cette manière-là, pas de manière vraiment vraiment viscérale, Ouais. vraiment intérieure. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu arrives à être plus empathique, envers les autres qu'envers toi-même, j'ai l'impression. Je dis souvent, on est notre pire juge, notre pire ennemi en termes de pensées L'alimentaire, négatives, hein, en je tout cas. dirais que dans notre société, c'est que et c'est ça Tout à aussi fait. que ça m'a appris, ma thérapie ACT, la méditation, beaucoup la méditation, ça m'a beaucoup aidée là-dessus, à m'observer de manière neutre, sans jugement, avec compassion, de Mmh. développer de la bienveillance envers moi-même, ça aussi. C'est une expérience de développer ça. En tout cas, aujourd'hui, je pense travailler à développer autant d'empathie envers moi-même qu'envers les autres. À l'époque, non. J'avais pas cette empathie-là envers moi-même, mais je l'avais beaucoup envers les autres. Mais en tout cas, c'est ça aussi que ça m'a permis ce travail, c'est de développer aussi cette empathie pour moi, cette compassion pour moi-même, pouvoir reconnaître ma Tout à fait. souffrance, de juste pouvoir faire ça en fait, reconnaître ma souffrance d'être dans ce corps-là qui avait changé, mais de pas la laisser guider ma vie non plus, quoi. Et Mmh. ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je reviens un peu sur, l'alimentation intuitive. Tu me parlais, du compte, d'Eliane et du coup, je me demandais pourquoi tu pas suivi, son programme?
Parce qu'elle avait fait un premier programme, puis après elle en a sorti un deuxième. Et il se trouve qu'au moment où elle a sorti le deuxième, c'est là où on a commencé à collaborer ensemble, discuter ensemble avec Eliane, mais pas seulement du coup, là ça y est, moi j'ai pas eu besoin de suivre un programme. Je me sentais accompagnée par ailleurs du coup dans ma thérapie. Je faisais de la méditation en plus et d'avoir son contenu et ses vidéos, honnêtement, ça m'a suffi. J'ai pas eu besoin de plus. D'accord. Et donc c'est après quand du coup, ben, elle a commencé à me dire: «Ah mais en fait tu es psychologue et en fait tu travailles là-dedans et ben, on pourrait peut-être, ben, travailler un peu ensemble là-dessus. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil au Mmh. programme?» et cetera. Et c'est là où j'ai pu avoir accès à son programme et où j'ai pu découvrir la richesse de ce que c'était. Mais en soi, ne serait-ce que déjà avec le contenu, tout le contenu gratuit qu'elle propose et puis d'autres, je sais qu'il y a c'est Cindy. Gagnol. Oui, c'est ça. Elle aussi, elle propose plein de contenus. Enfin, je veux dire, je pense que c'est possible de vraiment déjà Oui. débloquer pas mal de choses avec ça. Après, on peut ressentir le besoin d'avoir encore plus de contenu et du contenu un peu plus, ciblé, et progressif aussi. Ce que je trouve bien dans le programme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de progressif et il y a quelque chose en plus qui est le workbook, qui est du coup, Mmh. et qui est pas du tout obligatoire à faire d'ailleurs, parce qu'il y a aucune obligation de rien dans ce programme. Mais je le trouve super bien parce que du coup, moi, je le trouve super inspirant et il y a même certaines choses que je propose parfois même avec mes patients en cabinet et parce que, voilà, c'est des expériences comme ça pour observer différentes choses et je trouve qu'il est super bien fait. Vraiment, je trouve que c'est d'une qualité vraiment, un travail colossal fait sur ce programme et il y a beaucoup de contenu de qualité et puis il y a un groupe Facebook aussi également où du coup là, Oui. ça peut créer et ce qu'il y a pas du coup quand on a juste le contenu. Et moi, j'avoue que j'ai pas eu ça, du coup, dans mon parcours, j'ai pas eu ce côté, d'être avec d'autres personnes. J'ai jamais rien fait en groupe durant mon parcours personnel. Je pense que ça peut vraiment aider. D'être avec des personnes qui traversent la Mmh. même chose que nous et qui travaillent la même chose que nous. Parce qu'au final, comme je t'ai dit, j'en ai rencontré pas mal des personnes qui travaillaient la même chose que moi, qui traversaient, pardon, la même chose que moi. Moi, dès que j'ai commencé à rentrer dans ces démarches-là, j'ai commencé à m'éloigner un peu de leurs préoccupations et je pense que ça peut vraiment apporter un plus parfois d'avoir des personnes qui, voilà, qui suivent le même cheminement, qui peut-être se posent des questions par rapport à certaines choses et moi, je sais que quand j'avais une question, ben, je demandais à Eliane directement. À l'époque, bon, je lui ai pas envoyé 10 milliards de messages, mais voilà, quand j'avais vraiment des questionnements un peu liés, ben, je lui ai envoyé un message, elle me répondait et voilà, je voyais avec ma thérapeute et voilà quoi, mais D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux me définir quand même ce que c'est l'alimentation intuitive pour toi? alors pour moi, c'est vraiment un processus, thérapeutique. En tout cas, l'alimentation intuitive, c'est une thérapie avec, 10 principes, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y en a 10. C'est pas des règles à suivre, c'est des pistes de réflexion et c'est en ça que moi je t'ai dit, tu vois, moi ce qui m'a pas le plus aidé là-dedans, c'est enfin, moi perso, me reconnecter à mes sensations de faim, de satiété. Tu vois, classiquement, j'aurais suivi le je pense, hein, j'aurais suivi le programme, le workbook sur tout le côté d'observer la faim, la satiété, à mon avis, j'aurais jamais fait. Parce que vraiment moi, Mmh. enfin, ce que je enfin, en tout cas, moi, personnellement, encore une fois, je parle, d'un point de vue personnel. Ce que je trouve, super dans cette approche et qui est pas proposé, je trouve, nulle part ailleurs, c'est, le fait de rejeter la culture des régimes, de déconstruire toutes ces croyances et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment un processus, pour moi, ça se rapproche beaucoup de l'acte dans le sens où c'est expérientiel, en fait. C'est un processus expérientiel, on va expérimenter des choses dans notre corps pour voir ce qui nous convient le mieux. Voilà. Je crois que vraiment, voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est la définition que je donnerais. Pour voir ce qui nous convient le mieux à un instant T. Ouais, c'était très intéressant ce que tu as dit, sur, enfin, que toi, tu en aies pas eu besoin, mais que ça reste pertinent pour, Mmh. bah, pour les autres, en fait. Ouais, C'est important de se dire: «Bah, pour moi, peut-être que ce point-là, il aurait été important, celui-ci non». Ça dépend des gens, en fait. Les principes, ça dépend des gens ouais, pour lesquels sont les plus pertinents, pour certaines personnes et le tout, c'est que ça aide, enfin, que les gens qui ont envie d'intégrer ce programme, ça les aide et si, les personnes comme toi n'en ont pas besoin dans le sens où ils sont suivis par une thérapie ou par quoi que ce soit et que ça les suffit, bah, c'est OK aussi, en fait, du moment que vous arrivez au même endroit, c'est-à-dire, avoir un rapport serein à la nourriture, c'est le tout principal, à en fait. fait. Ouais et c'est en ça que je pense que c'est une approche qui est vraiment centrée sur le développement de la flexibilité, mais du coup, c'est aussi une approche qui est ultra flexible. On fait notre propre expérience de tout ça.
ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis sur la question là aujourd'hui. Est-ce que tu fais du sport et qu'est-ce que tu penses du sport ou de l'activité physique dans ta vie en ce Pour moment? moi, en ce moment, c'est essentiellement du yoga que j'ai commencé à pratiquer chez moi du coup depuis le premier confinement. J'ai découvert des vidéos et puis maintenant, depuis récemment, avec Sophia, justement, des cours sur Zoom. Donc c'est super, ça me permet aussi d'être accompagnée dans ma pratique du yoga. C'est un sport, le yoga, mais je vois ça aussi comme une pratique qui me permet d'avoir un équilibre aussi dans ma vie. Mais par contre, j'aime beaucoup marcher, j'adore marcher, j'adore la randonnée. Voilà, c'est des choses que j'adore, mais pour le coup, je me dis pas, il faut que je randonne tous les week-ends, il faut que je fasse tant de kilomètres. Moi, je suis pas du tout dans la performance, dans le sport, c'est toujours un truc, que ce soit la compète ou la performance, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Moi, j'aime que ça m'apporte quelque chose dans le sens vraiment que ça participe à mon équilibre, que ça me permette de décharger aussi mon stress, que ça puisse me permettre de, comme la méditation, de faire un peu de la place en moi, du coup, le yoga, de faire de la place dans mon corps aussi. Ça me permet de ralentir un peu le flux de mes pensées parce que, bon, comme tu peux le voir, je suis très bavarde. Mais alors, du coup, imagine dans ma tête ce qui se passe. C'est en permanence. Donc, voilà, et c'est très fatigant. Mais voilà, ça me permet vraiment ça, en fait. C'est vraiment. Je me dis pas, il faut que j'ai 3 séances dans la semaine ou il faut que j'ai tant de ci, il faut que j'ai tant que ça. Je fais en fonction de mes ressources du moment, de comment je me sens et ça me va très bien comme ça. D'accord. Du coup, je fais quand même une petite question par rapport au plaisir. Tu disais, c'est quand même central par rapport à toutes les activités dans ta vie, le côté plaisir, c'est quand même important, du coup, que ce soit dans le sport, l'alimentation, Ouais. c'est important de prendre du plaisir C'est important pour et en toi. même temps, je dirais que c'est moins important qu'avant. Enfin, en tout cas, quand j'avais un rapport plus troublé à l'alimentation, je sais pas comment expliquer, mais mon plaisir était décuplé, mais parce que c'était un effet de la restriction, en fait. Dès que je mangeais un truc, c'était incroyable ce que je ressentais. Enfin, tu vois, pour l'exemple du Nutella, Ouais. avant d'avoir un rapport troublé à l'alimentation, j'en mangeais avec des gaufres, quand je mangeais des gaufres, c'est-à-dire vraiment occasionnellement, quoi. Pareil, quand on faisait des crêpes, voilà, je mangeais du Nutella, ou ça m'arrivait, je sais pas, 10 fois par an peut-être, de prendre de la brioche avec du Nutella, mais tu vois, et j'en mangeais et c'était plaisant, hein, mais c'était pas. Là, les moments où je me restreignais, mais ça pouvait être, je parle du Nutella et surtout tout ce qui est sucré, tu vois? Pourtant avant j'étais vraiment pas bec sucré du tout. Enfin, les desserts, tout ça, c'était pas trop mon truc. J'en mangeais de temps en temps, mais c'était pas non plus mon gros délire. Et quand j'ai commencé à me restreindre, justement, hein, il y a pas de secret, hein, je me suis restreinte, principalement sur le sucre. Donc je suis complètement devenue, dingue de sucre. Mais le plaisir, c'était, incroyable, quoi. Après bon, le plaisir, passé au bout d'un moment. Parfois, c'était pas sur le moment parce que parfois, c'était un repas que je partageais avec les autres, mais c'était ouf. Et maintenant, ça m'arrive, mais je dirais que c'est un peu plus neutre, quoi. C'est un plaisir un peu plus, je sais pas, enfin, je dirais pas normal, c'est pas le mot, mais ouais, un plaisir, c'est pas orgasmique, quoi. C'est du plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, mais si je ressens pas de plaisir à j'en sais rien. Par exemple, quand je suis à mon cabinet, parfois, je mange à la cafette de la clinique où je travaille, où est mon cabinet, et franchement, 80% du temps, c'est franchement pas bon. Mais bon, j'ai faim, donc je mange et j'ai pas de gamelle parfois, parce que j'ai pas le temps de faire ma gamelle, voilà, la vie derrière, ce qui se passe. Et c'est tout. Et même si je prends pas, énormément de plaisir à manger ce que je mange, là, ça m'a permis de continuer ma journée et c'est pas non plus, une affaire, quoi. Alors que quand on est dans une restriction, du coup, tu as vraiment besoin de ce plaisir. Donc, les fois où tu as pas de plaisir, tu es vachement déçu. Maintenant, c'est vachement neutralisé tout ça pour moi. Parfois j'ai du plaisir, parfois j'en ai pas. Je sais ce qui m'en procure, je sais ce qui m'en procure moins. Puis parfois, je teste des trucs. Parfois, c'est bête, mais là, hier, on a commandé des wok avec mon copain et c'est un endroit où on commande régulièrement. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis trompée de nouilles. J'ai pris nouilles aux œufs à la place des nouilles de riz. Je savais plus lesquelles je prenais. Et puis, je sais pas, rien que ça, ça m'a pas plu, mais ça a pas été une maladie non plus, quoi. C'est pas grave. D'accord. Du coup, j'en viens encore un peu au plat, justement, que tu aimes. Tu m'as dit que ton plat préféré, c'était les glaces en sucré et les lasagnes en salé, donc très, très italien, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats? Vraiment, pour le coup, du plaisir. Pour le coup, les glaces, vraiment, voilà, c'est l'exemple même. Les glaces, j'adore ça, mais vraiment, j'adore ça. Et franchement, l'hiver, j'en ai vraiment très rarement envie.
Et même quand j'en mange, c'est pas le même plaisir pour moi. C'est, Ah c'est oui? bête, hein, mais c'est le genre d'aliments qui sont vachement liés au contexte et du coup, aussi à la chaleur qu'il fait et j'adore cette sensation d'avoir chaud et de manger ma glace et j'adore aller au glacier, quoi. Quand c'est des glaces artisanales et tout et que Mmh. j'aime bien chez moi, mais je crois que, je sais pas, mon plaisir, c'est quand, voilà, dans l'après-midi ou j'en sais rien, la matinée, que j'ai envie d'une glace et qu'il fait chaud et voilà, c'est tout ça, ouais, c'est tout ça qui me procure vraiment du plaisir et pour Mmh tout ce mh. qui est, lasagne et plats italiens, bah, ouais. Qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale? Hem, Bah, elle m'apporte de l'énergie, donc elle me permet de faire tout ce que je fais, mais aussi de faire des choses, dont je me rends pas compte, genre respirer, de faire mon cœur battre, de faire battre mon cœur, pardon. Voilà, il est aussi tard et je suis aussi fatiguée, donc voilà, je vais inverser des mots, c'est pas grave. Voilà, de faire fonctionner mon cerveau, faire fonctionner mes muscles, donc me faire marcher, enfin, donc ça me permet de vivre en fait, hein, donc c'est pas peu de choses. Puis ça me permet aussi, bah, justement de ressentir ce plaisir-là, de vivre des moments, avec mes proches, des apéros, Mmh mh. des anniversaires, des repas, d'aller au resto, de partager ces moments-là. Moi j'adore, il y a ça aussi, ça me permet de voyager, ça me permet de découvrir d'autres cultures. J'adore ça moi, c'est le truc quand je voyage, c'est pour moi c'est une des parties du voyage et c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a aussi un peu manqué en Australie parce que bon, ils font à manger, mais il y a pas une culture, culinaire et de quoi que ce soit d'ailleurs, très f donc ça m'a un peu manqué pour le coup et c'est ça que j'aime beaucoup en France, c'est qu'on a une culture, très forte là-dessus et que d'une région à l'autre, ben, ça va être, voilà, c'est bête, mais je vais en Bretagne, je voyage, quoi. Dans mon assiette, c'est incroyable et bref, moi ça j'adore. J'adore, ça me permet d'être en lien avec les autres, de voilà, toutes ces choses-là, ça me permet plein de choses, en fait, donc c'est super Mmh. chouette et je suis contente aujourd'hui de pouvoir juste Mmh. avoir, un rapport, serein justement comme ça avec l'alimentation pour vivre toutes ces choses-là, sans non plus, je leur donne une importance, mais c'est pas, Mmh. non plus toute ma vie, quoi. Ça prend une partie de ma vie, mais voilà, ça me permet de vivre tout ça. Mmh. Donc, dernière question. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? De pas rester seule avec ça. Si Mmh vous mh. sentez que vous avez un rapport compliqué à l'alimentation et à votre corps et que ça vous fait souffrir et c'est ça qui est compliqué, c'est un peu ce que j'expliquais moi dans mon témoignage, c'est qu'au début, on peut ne pas avoir le sentiment d'en souffrir, c'est un peu le processus du déni, mais de pas hésiter à demander de l'aide au moment où vous commencez à vous dire et parfois, c'est les proches qui commencent à dire: «Ouais, peut-être que tu pourrais avoir besoin d'aide» et je crois que au-delà, parce que quand je dis pas rester seule, ça peut être aussi en parler à ses proches. Ça peut être aller voir un thérapeute, mais ça peut être aussi en parler à ses proches. Ça peut être aussi, bah, voilà, faire partie d'un programme et partager sur un groupe Facebook, par exemple, c'est aller faire, des thérapies de groupe. Ça peut être tout un tas de choses. Parce que le gros souci, je crois, quand on a un rapport compliqué à l'alimentation et à son corps et c'est terrible parce qu'on a beau être très, très nombreux et nombreuses à vivre ça, bah, en fait, on se sent très seul. Il y a un sentiment de solitude qui est énorme et Mmh. ça peut rajouter en plus du reste énormément de souffrance et voilà, moi ce que je dirais c'est ne restez pas seul. Il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous voyez, bah, voilà, on peut être psychologue et puis avoir traversé ça aussi. Alors d'une certaine manière, hein, je dis pas que mon expérience est celle de toutes parce que c'est pas vrai, mais qu'il y a énormément de gens qui vivent ça à différents niveaux. On peut avoir des troubles alimentaires, Mmh. vraiment, typiques, on peut en avoir des atypiques, on peut avoir un rapport troublé à l'alimentation, tout un tas de choses et c'est important de pas rester seul et après voilà, de voir ce qui nous correspond de et je dirais, c'est ce que je dis souvent aussi à mes patients, c'est d'être curieux, d'être curieuse, de justement essayer des choses. Parce que nous, souvent en tant que thérapeute, on dit: «Ouais, bah, ça, c'est peut-être un peu craignos», par exemple, bah, d'essayer le dernier programme de la Fit Girl, de machin, bah, pourquoi pas? Peut-être qu'à un moment, à un instant T, c'est ça que vous avez envie d'essayer. Mais observez simplement, soyez curieux, curieuse de l'expérience que vous Mmh. faites dans les choses que vous essayez et regardez ce qui se passe, qu'est-ce que ça vous fait Mmh. faire, qu'est-ce que ça dans quel état ça vous met. D'observer ces choses-là et puis de pas perdre espoir aussi parce que c'est long. C'est moi finalement j'en ai souffert pendant 2 ans, j'ai mis 1 an et demi vraiment à aller mieux, mais quand ça fait des années que c'est le cas, c'est important aussi d'avoir conscience de ça, que ça met du temps, que c'est normal. Je sais que c'est difficile, mais c'est normal et aussi voilà, pour terminer, d'essayer en tout Mmh. cas, de vous observer, avec compassion et bienveillance parce que ce que vous vivez, c'est pas facile. Vous l'avez pas demandé, vous avez Tout rien à fait. demandé, c'est absolument pas de votre faute.
Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez rien y faire. Effectivement, se faire aider, ça peut fortement contribuer à aller mieux et à mieux vivre tout ça, mais c'est quand même pas de votre faute et c'est important de pouvoir observer tout ça avec compassion, bienveillance, comme vous observeriez un ami ou un proche, votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, et de pouvoir avoir ce regard-là envers vous-même, quoi, vraiment, et vous n'êtes pas seul, voilà. Tout à fait. Bah, écoute, je suis totalement d'accord et merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est super. Non, j'ai rien d'autre, rien d'autre à dire. Je ne sais toujours pas faire de transition, même pour finir. Désolée. Mais non, c'était vraiment un plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi. Vraiment, c'était super. Ça m'a beaucoup apporté en termes de réflexion et tout. Je suis super contente. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, c'était très riche. C'était une super expérience. C'était super intéressant. Et je te remercie une fois encore, Caro, de m'avoir proposé de participer à ce podcast. J'en suis très touchée. Et voilà, et je suis très contente d'avoir participé à cette expérience. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo.